Exercice 8.7. Un cajot est transporté sur un camion, par un camion, à 50 km/h. Le coefficient de frottement statique entre le cajot et la plateforme du camion, justement, est 0,5. Quelle est la distance d'arrêt minimum si le camion décélère uniformément? Donc, s'il décélère uniformément, ça veut dire qu'il subit un mouvement rectiligne uniformément accéléré avec une accélération qui est négative, donc qui est dirigée vers l'arrière en fait, du camion. Tout ça pour que le cajot ne glisse pas. Donc, s'il ne doit pas glisser, on est dans une situation de statique, c'est-à-dire qu'effectivement, le camion, lui, il avance, et puis le cajot aussi, il avance, mais si maintenant on se place par rapport à la plateforme du camion, bah, entre la plateforme du camion et le cajot, eh bien, ça doit être statique. Le cajot ne doit pas glisser. Donc, on va devoir faire intervenir du frottement statique dans cette histoire. Alors, ici, j'ai représenté la situation avec une espèce de camionnette, on va dire, un camion, peu importe. Et donc, si maintenant on s'intéresse au cajot qui est à l'intérieur, eh bien, ce cajot, lui, il va subir plusieurs forces, évidemment son poids. Ensuite, il va subir une force de soutien, qui est donc verticale et dirigée vers le haut, puisque le camion, il n'y a aucune précision. On peut imaginer qu'il roule à l'horizontale. Et donc, le truc, c'est que quand le camion va freiner, la tendance du cajot par rapport à la plateforme, c'est de bouger dans ce sens-là, c'est de partir vers l'avant, hein, à cause de la première loi de Newton. Hein, comme vous, quand vous êtes dans un bus, si le bus freine, vous partez vers l'avant. Donc, le cajot, il a tendance à partir vers l'avant. Mais justement, on ne veut pas qu'il parte vers l'avant, on veut qu'il reste statique par rapport à la plateforme du bus. Donc, il doit y avoir une force de frottement qui l'empêche d'aller vers l'avant, et c'est la force de frottement que j'ai dessinée ici. Alors, le schéma, il est un peu rikiki, hein, je vous l'accorde, c'est pas super. Voilà. Alors, ça, en jaune, c'est rien, hein, en fait. C'était pour expliquer la tendance, en fait, qu'a le cajot de partir vers l'avant. Alors, maintenant, ce cajot, s'il reste statique par rapport au bus, et que le bus est en train de freiner, eh bien, ça veut dire qu'il subit la même accélération que celle du bus. Cette accélération-là. Alors, le bus, lui, il subit une accélération qui est dirigée vers l'arrière, puisqu'il est en train de freiner, le bus. Alors, du coup, notre cajot, lui aussi, il va subir une accélération. Excusez-moi. Pardon. Hein. Je m'excuse. Petite pause. Le camion qui subit donc une accélération négative qui est vers l'arrière, eh bien, le cajot qui est posé dessus, lui, il doit subir exactement la même accélération. S'il reste statique, il bouge exactement en même temps que le camion, donc il doit subir la même accélération qui est également dirigée vers l'arrière. Alors, celle du camion, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle du cajot, en fait, ici. Alors, maintenant, on pose la deuxième loi de Newton sur le cajot. Et donc, cette deuxième loi de Newton, elle nous dit somme des forces, c'est-à-dire le poids plus le soutien plus la force de frottement est égale à la masse fois l'accélération. Et puis là, on a tous ces vecteurs. Alors, tous ces vecteurs, ils sont soit verticaux, soit horizontaux. Donc, on choisit, de manière assez logique, un système d'axe horizontal-vertical. Et moi, en l'occurrence, ici, j'ai choisi l'axe horizontal, que je voulais faire en bleu d'ailleurs. Je l'ai choisi en direction de l'arrière et l'axe vertical en direction du haut. Pourquoi j'ai choisi vers l'arrière? Parce qu'en fait, ici, vous avez deux vecteurs A et FF qui sont dirigés vers l'arrière. Il n'y en a pas qui sont dirigés vers l'avant. Par la vitesse ici, mais comme vous savez, la vitesse n'intervient pas dans la deuxième loi de Newton. Donc, j'ai fait ce choix. De toute façon, les axes, on peut toujours les choisir comme on veut. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, du coup, si on projette nos forces sur un axe X, eh bien, on voit que le poids et le soutien
sur x, c'est nul. Et puis, ce qui va rester, c'est la force de frottement qui est dirigée selon x, puisque x, je l'ai choisi vers l'arrière. Donc, cette force de frottement étant dirigée vers l'arrière, comme l'axe x, sa composante devient plus ff. Tout comme d'ailleurs l'accélération qui, elle, est dirigée aussi vers l'arrière, donc dans le même sens que l'axe x ici. Donc, c'est égal à m fois plus a, d'après notre choix. Si vous aviez choisi x vers l'avant, ce serait moins ff égale moins ma. Donc, au final, on arrive à la même chose, c'est-à-dire à ff égale ma. Si maintenant, on s'intéresse à l'équation sur y, eh bien, sur y, nous avons deux forces qui interviennent. Ces deux forces, c'est le poids et le soutien. Il n'y a pas de force de frottement ni d'accélération selon y. Donc, on obtient moins P, puisque j'ai choisi y vers le haut et que le poids va vers le bas, plus S, parce que S est dirigé vers le haut. Et puis donc, les deux derniers vecteurs qui restent, force de frottement et accélération, sont purement des vecteurs horizontaux, donc selon Y, leur composante est nulle. Et donc ici, on obtient une équation qui devient S égale P, en fait, tout simplement. Et donc, comme P, c'est mg, eh bien, on a S égale mg dans cette situation. Alors, avant de le faire, je vous explique un petit peu la technique. Donc, la technique consiste à, maintenant qu'on a une expression pour FF et une expression pour S, ça consiste évidemment à mettre tout ça dans la loi du frottement statique. Et puis voir ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, voilà. Une première équation, FF égale MA. Une deuxième équation, S égale P égale mg. Et donc, le tout que je mets dans l'équation, la loi de la statique qui est ici, et que je voulais faire en orange. Voilà, celle-ci. Donc, je substitue pour l'instant, je substitue deux choses. Je substitue, dans un premier temps, la force de soutien qui est là. Donc, cette force de soutien, si je substitue, comme c'est égal à mg, ça devient mg ici. Il me reste le mu qui est ici, qui est là. Donc, on a que force de frottement égale, est plus petit ou égal, pardon, à mu mg. Mais la force de frottement, elle aussi, on l'a écrite d'une autre manière. Donc, je vais remplacer ça ici. Cette force de frottement, c'est ma. Donc, je l'ai remplacé là, en fait. Ma est plus petit ou égal à mu mg. Et là, on peut tout diviser par m, parce que la masse, encore une fois, elle ne peut pas être nulle. Donc, il nous reste que A est plus petit ou égal à mu fois G. Donc, on a une condition sur l'accélération. Pour que tout ça soit respecté, c'est-à-dire pour que ce soit statique, que le cajot ne glisse pas, disons, eh bien, il faut que l'accélération qui subit soit plus petite ou égale à mu fois G. Alors, ça, c'est quelque chose de calculable, puisqu'on connaît mu et qu'on connaît G. Alors, maintenant, tant que l'accélération est plus petite ou égale à cette valeur-là, ça reste statique. Donc, la plus grande accélération qu'il peut subir, c'est-à-dire le freinage le plus intense, c'est lorsque l'accélération est au maximum. Et le maximum, c'est justement mu fois G. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la fameuse distance qu'on cherche, la distance de freinage, en considérant que l'accélération, c'est justement l'accélération maximale, mu fois G, et que donc l'accélération, comme elle est constante, il s'agit d'un MRU A. Alors, pour maintenant faire le lien, je change de système d'axe. Et maintenant, vu que c'est un problème de cinétique, je choisis un système d'axe, enfin un axe plutôt, que j'appelle en fait x', puisqu'on avait déjà choisi x ici, et x' est dans le sens inverse de x. Alors, ce qui va apparaître ici, c'est que dans mes calculs, l'accélération qu'on a trouvée positive, en considérant un axe x vers l'arrière, maintenant, quand on considère un axe x' vers l'avant, cette accélération, elle devient négative. Donc, en fait, dans notre calcul, l'accélération, ce sera maintenant désormais moins mu fois g.
puisque je change l'axe. Alors, pourquoi est-ce que je change l'axe? Parce que ici, le problème de cinématique, cette fois, la vitesse, elle est importante. Hein. Vous avez la vitesse qui est dirigée vers l'avant, comme ça. Et donc, la coutume, c'est quand même, pour simplifier les calculs, de choisir un axe pour représenter le mouvement rectiligne uniformément accéléré, même ici, pour représenter la vitesse dans le même sens que l'axe. En fait. Alors, j'écris en dessous là, les équations du MRUA, comme je viens de vous le dire, hein, sur un axe x' tel que x' est opposé à x. Et donc, maintenant, on a deux équations. La première, c'est celle-ci. X au temps t, donc la position après un certain temps t, égale position initiale plus vitesse initiale fois t, plus une demi à t carré. Alors, maintenant, le a, hein, comme je vous l'ai dit aussi, je dois considérer que c'est une accélération négative, c'est-à-dire donc que je vais mettre moins a, en fait, dans les calculs, puisque maintenant, je considère qu'elle est négative. Alors, le truc, c'est que vous avez votre camion qui est ici, il freine, il se trouve ici, et donc, avant de freiner, il est à la position qu'on appelle x0. Après avoir freiné, il est à la position qu'on appelle x au temps t. Et la différence qui est entre les deux, c'est justement la distance de freinage qu'on cherche. Donc, en fait, la différence entre xt et x0, c'est cette distance de freinage, qui est donc, d'après cette équation, égale à v0 fois t, ici. Et puis, vous voyez ici, j'ai mis un moins a, puisque maintenant, on considère que l'accélération est négative, donc moins une demi à t carré. Donc, on a une première équation ici, d égale v0 fois t moins une demi à t carré. Alors, nous, on cherche d. Donc, d, c'est une inconnue. Ça, on ne connaît pas. Mais il y a autre chose qu'on ne connaît pas là-dedans, c'est la durée du freinage. T, on ne connaît pas. Donc, nous, on connaît la vitesse initiale. Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on la connaît. Et puis, on connaît l'accélération qui est donc égale à mu fois g. En norme, hein, en valeur absolue. Donc forcément, puisqu'on a une équation avec deux inconnus, il nous faut une deuxième équation. Et cette deuxième équation, c'est celle sur la vitesse. Donc dans un MRUA, il y a deux équations et il y en a une sur la vitesse. Alors l'équation sur la vitesse, c'est la vitesse est égale à V0, vitesse initiale, plus l'accélération fois le temps. Et là-dedans, encore une fois, on considère que l'accélération est négative dans notre histoire ici. Donc, il nous reste le V0 qui est ici, moins A fois T. Ça, c'est notre deuxième équation. Alors, de cette deuxième équation, là-dedans, qu'est-ce qu'on connaît? Là, on connaît pas mal de choses. On connaît, évidemment, la vitesse initiale, on connaît l'accélération, qui est donc u fois g, et on connaît aussi la vitesse au temps t, parce qu'on veut que le camion, à la fin, il soit à l'arrêt. Donc, la vitesse au temps t, c'est une vitesse nulle. Le camion est à l'arrêt, j'ai marqué à l'instant TA, donc comme l'instant t à l'arrêt, avec une vitesse nulle. Donc, en fait, si vous mettez 0 là-dedans, vous avez 0 égale V0 moins A fois t. On peut sortir t, en fait, de là. Donc, si on sort t, on trouve que t est égal à V0 sur A. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, maintenant, l'idée, c'est d'injecter ce V0 sur A là-dedans par substitution. C'est-à-dire de substituer le temps dans l'équation qu'on avait obtenue avant. Et puis donc, du coup, comme on avait une équation avec deux inconnus, si maintenant on remplace le temps là-dedans, eh bien, il n'y aura plus qu'une seule inconnue et puis on peut résoudre le problème. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait là en dessous. Donc, vous avez le V0 que vous retrouvez ici et la substitution fois t qui est maintenant devenue V0 fois A. Et puis là-dedans, on a encore, je vais mettre ça en vert, moins une demi A, qui est ici, moins une demi A. Et puis là encore, au lieu de faire fois t carré, on fait fois V0 sur A au carré.
Donc, on a fait cette substitution. Alors, maintenant qu'on a fait cette substitution, pardon, eh bien, il faut résoudre un petit peu toutes. Nettoyer, comme je dis souvent. Donc, V0 fois V0 sur A, ça donne V0 carré sur A. Et puis, donc, ici, vous avez V0 carré sur A. Ben, il y a un A carré qui apparaît en bas. Et là, on multiplie par A. Donc, en fait, ici, c'est comme si vous pouvez, si vous voulez, quand vous avez A fois V0 sur A au carré, c'est égal à A fois V0 carré sur A carré. Et donc, 1 des A peut être simplifié, ce qui reste à la fin V0 carré sur A. C'est le calcul qui est fait ici. En n'oubliant pas, bien sûr, tout ça, je n'ai jamais parlé du demi, en fait. Donc, le petit demi qui reste, il ne faut pas l'oublier, il est là. Voilà, ce petit demi, moins une demi, il revient ici. Donc, vous avez quelque chose en rouge, moins la moitié de ce quelque chose. Donc, finalement, tout ça, ça revient à écrire la moitié de ce quelque chose, c'est-à-dire V0 carré sur 2A. Et maintenant, je prends ma valeur de A qu'on avait calculée de la deuxième loi de Newton, qui est μg, en fait, la valeur maximale possible. Donc, il nous reste à la fin que la distance de freinage, c'est la plus grande distance de freinage, la plus petite distance de freinage, c'est celle qui correspond à l'accélération la plus intense, en fait, évidemment. Donc, on remplace ce A, et ça nous donne V0 carré sur 2 μg. A, là, il est devenu mu fois G. Donc, on a V0 carré sur 2 μg. Donc là, on peut faire le calcul, puisqu'on connaît V0, on connaît mu et on connaît G. Alors, ce calcul, je vais le faire. V0, c'est 50 km/h. Donc, 50 km/h, vous prenez votre machine à calculer, vous divisez par 3,6. Je ne sais pas combien ça fait. Je vais vite le faire. 50 divisé par 3,6, ça fait 13,8 périodiques. Donc, on va dire environ 13,9 mètres par seconde. Voilà. Donc, ça, c'est la vitesse. Et puis, on connaît le mu qui est égal à 0,5. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Ici, alors, 13,9, c'est la vitesse des 0 au carré. Sur 2 fois mu, et donc le mu, comme je vous l'ai dit, c'est 0,5. C'est le mu. Et G, bien entendu, 9,81. Vous faites ce calcul et vous trouvez une distance de 19,6. 66 même mètres. Alors, ultime remarque, avant de répondre à vos questions. Ici, comme le camion, il est en train de freiner, plus l'accélération est grande, si A augmente, alors qu'est-ce qui se passe? La distance de freinage, elle diminue. Si l'accélération est toute petite, il va freiner avec une petite décélération, donc il va mettre du temps à freiner, et donc, pendant ce temps-là, il avance, donc la distance va augmenter. Donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est que plus l'accélération augmente, plus la distance diminue. Donc, nous, on a obtenu une condition sur l'accélération, c'est-à-dire l'accélération maximale possible, et on avait dit c'est égal à mu fois g. Donc, l'accélération, quand elle est maximale, c'est à ce moment-là que la distance, elle est la plus petite possible. Donc, on obtient la distance minimale ici. Donc, ça veut dire que s'il freine avec une distance qui est encore plus petite que cette distance-là, ça veut dire que l'accélération, elle est forcément plus grande que l'accélération maximale autorisée. Et si l'accélération elle est plus grande, eh bien, du coup, on dépasse le cadre de la statique et donc le camion, le cajot, pardon, il se met à bouger et il va glisser à l'intérieur du camion.